Bon, allez, on va lancer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on repart sur une nouvelle table ronde, cette fois-ci sur le thème de la défense. Pour ce faire, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Laurent de Gerfagnon, ancien commandant de frégate à la Marine nationale, entre autres, et actuellement chez Thales, responsable des ventes et du développement commercial, ainsi que l'amiral Christophe Prazuc, ancien chef d'état-major de la Marine, et aujourd'hui directeur de l'Institut de l'Océan de Sorbonne Université. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes ravis de vous avoir. Donc, pour démarrer cette table ronde, j'aimerais vous proposer de vous présenter auprès des lycéens, du public, afin qu'ils maîtrisent votre parcours, ce qui vous engage, ce qui vous motive. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire en quelques mots le cheminement qui vous a conduit à la marine, comment vous avez construit votre engagement au fil des années, et peut-être un petit mot sur le rôle que vous avez occupé ou que vous occupez aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Christophe Prazuc. J'ai passé 41 ans dans la marine. Je suis rentré dans la marine quand j'avais 18 ans. Je suis rentré dans la marine parce que j'avais vu un film. Ça s'appelait Le Crabe-Tambour. Et c'est un film dans lequel il y avait des aventures. Le marin traversait l'océan Indien sur une jonque. Il avait 1000 aventures, pas toujours heureuses. Et à cette époque-là, je faisais des études dans les classes préparatoires. C'était extrêmement aride, extrêmement pénible. Et je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que c'était qu'un ingénieur. Et quand j'ai vu cet officier de marine dans le Crabe-Tambour, je me suis dit, voilà le genre d'ingénieur que j'ai envie de devenir. Traverser les océans dans les jonques, rencontrer des pirates, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, en réalité. Et donc, c'est un peu la suite de ce que disait Jacques Attali tout à l'heure. Il disait, si on ne sait pas ce qu'on va être à 25 ans, on ne sera rien. Mais en fait, je ne crois pas du tout, puisque moi, je suis rentré pour devenir marin, alors pour des raisons de gamin à l'époque. Et finalement, je suis resté marin, et pour des raisons qui ont évolué tout au long de ma vie. Voilà. Donc j'ai été marin, j'ai navigué sur des bateaux, j'ai navigué sur des sous-marins, j'ai été dans les forces spéciales, j'ai travaillé sur la communication avec les médias, j'ai travaillé sur la direction des ressources humaines de la marine, et puis finalement j'ai été chef d'état-major de la marine, donc c'est le PDG de la marine qui dirige les 40 000 personnes qui sont dans la marine. C'est un métier très, très particulier, très, très différent de ce que j'avais fait avant, où on se pose des questions qu'on ne se pose pas avant, enfin bref, voilà. Et donc j'ai participé à des opérations, j'ai préparé des unités à participer aux opérations. Et depuis 5 ans, j'ai quitté la marine et je suis maintenant à Sorbonne Université, qui est la 3e ou 4e université marine dans le monde. Parce que même à la Sorbonne, les gens ignorent, avec de très grandes compétences, notamment en biologie, en climatologie, en écologie, en histoire, en géographie, etc. Voilà. Et on me demande de tisser des liens entre le monde maritime, qui était le monde que je connaissais avant, et le monde de la recherche, qui est le monde dans lequel je suis aujourd'hui. Et voilà mon parcours. Bonjour à vous, donc Laurent de Gerfagnon. Alors moi, mon engagement au service de la marine, au service du pays, en fait, ça a débuté dès 16 ans, parce que je suis allé faire une préparation militaire marine, donc en portant le béret des marins, ce qu'on appelle le bachi, avec le pompon rouge sur la tête. Et puis après, à 18 ans, comme je savais que je voulais rejoindre la marine, eh bien, j'ai rejoint une école préparatoire pour préparer le concours de l'école navale, le concours qu'évoquait l'amiral Prazuc. Et puis donc, j'ai eu la chance de réussir ce concours, de rejoindre la marine. Et là, j'ai suivi une carrière dans les bâtiments de surface, autrement dit les frégates, les avisos, les patrouilleurs, le porte-avions. Je naviguais sur beaucoup de bateaux. Je suis même allé servir Her Majesty the Queen, donc au sein de la Royal Navy britannique pendant quelques années, outre-Manche. Et puis, j'ai terminé ma carrière après avoir eu l'honneur de commander 3 fois des bateaux à la mer, d'être allé en opération aussi, et je pourrais revenir dessus selon vos questions. Et à un moment, je me suis dit, j'ai envie de continuer un certain engagement au service de la défense, et je suis allé rejoindre Thales, qui est l'industrie de défense. Et pourquoi ça ? Parce que l'industrie de défense, finalement, c'est un prolongement naturel, puisqu'il s'agit d'offrir, de fournir les outils aux militaires qui vont défendre notre pays, qui vont défendre notre collectif national. Et là-dedans,
J'y suis donc depuis maintenant, c'est ma 8e année. Et j'ai toujours le sentiment quand même d'être utile. Et même si je suis dans une seconde carrière qui, pour rejoindre ce que disait l'amiral Prazuc, n'était pas déterminée à 25 ans ou à 18 ans, et je suis toujours aussi épanoui. Voilà. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors j'invite le public à se préparer à poser toutes les questions qu'il souhaite, parce que l'échange se veut interactif. Je vais lancer la conversation par une petite question d'actualité, et après, libre à vous d'animer la conversation avec vos interrogations. Donc on va parler un peu du contexte international. C'est un contexte de guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, et également d'une possibilité de désengagement des États-Unis au sein de l'OTAN, donc ce qui met la défense européenne au cœur de la table. Il y a plus d'un mois, la Commission européenne a annoncé un plan, ReArm, ainsi que 800 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2035 pour la défense européenne. La question elle est donc la suivante. Est-ce que vous pensez que ces annonces, ainsi que la motivation de certains pays comme la Pologne de renforcer ses liens entre les pays pour la défense européenne, vont permettre justement qu'on passe d'une défense de l'Europe à une défense européenne? Alors, je pense que c'est une nécessité, et c'est d'autant plus une nécessité que l'Europe, c'est pas un organisme qui est naturellement tourné vers la défense. Parce qu'en fait, l'Europe naît dans une période de paix, qui est celle de la guerre froide, et donc essaye de favoriser les échanges commerciaux, les échanges culturels, les échanges universitaires, tous les échanges possibles pour renforcer les liens entre les pays de l'Europe qui se sont fait la guerre pendant 100 ans. C'est ça le projet européen, c'est un projet de paix. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, depuis 1945, il y a eu des guerres en Europe, il y a eu des guerres civiles en ex-Yougoslavie, par exemple. Il y a eu des guerres sur tous les continents. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis 1945, il y a un État qui envahit un autre sur le sol européen. Et alors que les Européens, nous en tout cas, les Européens de l'Ouest, on s'est dit pendant 70 ans, la guerre, c'est plus pour nous. On fait tout pour qu'il n'y ait plus la guerre chez nous. Eh bien, on commence à se dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça revienne sur notre sol. Peut-être pas la guerre comme la guerre de 14 ou la guerre de 40, mais des pressions, des déstabilisations, des manipulations. Et il faut être capable de se défendre. Ça, cette prise de conscience, elle est extrêmement récente. La deuxième chose, pour un pays comme la France, c'est on a besoin, pour défendre notre pays, on a besoin d'alliés. On ne saura pas faire tout seul. On n'est pas un grand pays, on n'est pas un pays extrêmement riche, on a de grandes qualités, on a des grandes compétences, mais si vous regardez par exemple quelque chose d'aussi simple que lutter contre la piraterie au large de la Somalie. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de piraterie au large de la Somalie. On a monté une opération européenne pour faire face pour protéger les navires de commerce. Sans les Européens, on ne saurait pas faire. Pourtant, les pirates, ce n'est pas une menace extrêmement technologique, extrêmement compliquée, mais durer dans le temps, durer pendant des années, être capable d'intervenir. Ça, on a besoin d'alliés, on a besoin des Européens. Donc, 1, le retour de la guerre sur le continent européen. 2, on ne sait pas faire tout seul. On a besoin d'alliés, qu'ils soient européens, qu'ils soient hors d'Europe. 3, eh bien, vous suivez comme moi depuis 100 jours les déclarations des responsables politiques américaines où on ne sait pas trop si... en tout cas, ils changent de priorité et on n'est pas trop sûr que l'Europe continue à être dans leur priorité. Et c'est cette conjonction de retour de la guerre sur le continent européen, de nécessité de s'allier, de travailler avec d'autres, et puis, troisièmement, notre allié principal, l'allié américain, n'est plus très sûr. Tout ça change le contexte, ça change le panorama, ça change le paysage et ça change les postures des pays en Europe. Oui, et effectivement, il y a un terme intéressant qui est passé de défense de l'Europe à défense européenne. Défense de l'Europe, on est tous d'accord. Les pays européens, nous avons une histoire commune, nous avons un certain nombre de valeurs ou de modes de vie communs qui valent la peine d'être défendus ensemble. Défense européenne, ça veut dire qu'on serait vraiment alliés, qu'on arriverait à faire des choses ensemble. Si on regarde, dans le domaine industriel, il y a des choses qui se font, il y a des projets pour avancer, mais c'est très lent parce que si
j'accepte que le champion de l'industrie navale soit par exemple en Italie, eh bien, ça veut dire qu'à Brest, Lorient, Cherbourg, les gens vont perdre des emplois. Donc il faut ajuster tout ça. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est défense de l'Europe, défense européenne, parce que les menaces sont beaucoup plus proches que ce qu'on imaginait auparavant. Et là-dessus, par exemple, la Pologne, la Finlande sont des très bons exemples de pays qui sont extrêmement concernés. La Finlande, petit pays qui, rappelons-le, dans les années 1940, avait réussi à tenir tête à l'Union soviétique à l'époque, eh bien, dernièrement a fait un essai de contact de tous ces réservistes. Donc ils ont plus de 900 000 réservistes. C'est un petit pays, la Finlande. Et tout ça pour que la Russie comprenne, ah oui, la Finlande est prête. Et bien là, c'est un peu la même idée, que l'Europe soit prête pour être à peu près sûr que nos problèmes soient des problèmes limités et sans trop de risques. Et puis, une petite phrase un peu assassine sur les centaines de milliards d'annoncés. C'est de l'argent gratuit, en fait, pour une partie, parce qu'il y a une partie qui vient naturellement des pays eux-mêmes et une autre qui serait des prêts. Donc mais il vaut mieux un bel effet d'annonce comme ça que rien du tout. Donc oui, allons-y, mais ce n'est pas gagné. À vous, réagissez. Est-ce que vous voulez continuer cette discussion? N'hésitez pas à vous signaler au staffeur. Je vois qu'il y a une question tout en haut. Bonjour. J'aurais une question qui se rejoint un peu à une autre table qu'on a eue précédemment sur le climat. Attendez. Ma question, ce serait, étant donné que la pollution des mers augmente et le changement climatique pose de vrais problèmes aujourd'hui, est-ce que ces menaces ont aussi un impact direct sur la marine et ses missions, etc. S'il vous plaît. Oui, le changement climatique, il aura un gros impact sur toutes les sociétés. Et notamment à cause de son impact sur l'océan. L'océan, pendant longtemps, on a pensé que c'était infini, qu'il y aurait des poissons en quantité illimitée, qu'on pouvait tout faire avec l'océan. Et en fait, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le changement climatique transforme l'océan. En quelques décennies, on voit que l'océan se réchauffe. Et s'il se réchauffe, eh bien, on va avoir des transferts d'espèces. Vous savez, on a entendu parler des poissons qui montent vers le nord, etc. Donc des pays, par exemple, comme le Sénégal, qui ont besoin de la pêche pour nourrir leur population, vont voir les stocks de poissons devant le Sénégal diminuer, se déplacer, aller ailleurs. On sait également que cet océan, puisqu'il devient plus chaud, notamment en surface, il y a des zones dans lesquelles il y aura moins d'oxygène. Donc il y a des zones dans lesquelles il n'y aura plus de vie. Il y a des zones dans lesquelles, par exemple au large de l'Angola, il n'y a plus de poissons. C'est des zones anoxiques dans lesquelles il n'y a plus d'oxygène. On sait que cet océan, qui absorbe 90% de l'excès de chaleur que nous émettons, qui absorbe 30% du gaz carbonique que nous émettons, en absorbant ce gaz carbonique, il se transforme, il s'acidifie, il devient plus acide. Et quand il devient plus acide, ça ronge les coquilles de toutes les bestioles qui ont des coquilles calcaires, des micro-bestioles comme les huîtres. Et donc ça va transformer les écosystèmes à l'intérieur de l'océan. Et ça aura un impact sur la sécurité alimentaire, ça aura un impact sur les ressources qu'on retire de l'océan. Autre point, on sait que l'océan se réchauffant, il y a des vagues de chaleur marine. Ces vagues de chaleur marine, elles impactent par exemple les récifs de corail, comme la grande barrière de corail en Australie, qui sont des réserves de biodiversité. Et à partir du moment où ces coraux vont mourir, les écosystèmes qui sont abrités par ces coraux vont être affectés. Et donc la biodiversité va être affectée. Enfin, dernier point, il y en aurait beaucoup d'autres. Enfin, au moins deux derniers points. Celui des phénomènes extrêmes. Vous avez tous suivi les actualités sur Valence, en Espagne, avec des pluies torrentielles, avec des destructions énormes, avec un nombre de victimes important. On sait que ces phénomènes extrêmes, ils sont beaucoup alimentés par les océans. Plus les océans sont chauds,
en surface, plus ça alimente les cyclones, par exemple les cyclones tropicaux, plus ils sont violents. Et donc plus les dévastations sont importantes le long des côtes. Et enfin, dernier point, l'élévation du niveau de la mer. Le GIEC estime que d'ici la fin du siècle, le niveau de la mer va monter de 1 mètre. Et 1 mètre, ça ne fait pas beaucoup. Mais en vérité, derrière ce 1 mètre, c'est les phénomènes extrêmes comme les cyclones, eh bien aujourd'hui, où les submersions marines, elles vont être beaucoup plus fréquentes parce que ce niveau sera plus élevé. Voilà. Et ça aura beaucoup plus d'impact sur les sociétés côtières. Je rajoute que sur cette élévation du niveau de la mer, ce ne sera pas le même partout. Il y a des endroits, comme la Bretagne, où ce sera 1 mètre. Il y a des endroits où le niveau de la mer va baisser, comme la Finlande. En Finlande, à cause de la fonte des glaciers, la plaque continentale va se soulever. Et il y a des endroits, au contraire, où ça va être beaucoup plus que 1 mètre. On estime que Bangkok ou Jakarta, parce qu'il y a eu une construction, une urbanisation très, très forte, ça va s'enfoncer de 3,80 m. 3,80 m, ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde, notamment dans les deltas, notamment dans les grandes villes, où il va falloir tout déménager. Et ça aura un impact économique, évidemment, et un impact politique. Il y a des endroits qui sont préservés et d'autres qui seront affectés et d'autres qui seront très affectés. Et tout ça, ça va se passer en priorité près des côtes, donc ça aura un impact sur les opérations de la marine. Et en complément, justement, les opérations navales, ça veut dire que la marine, qui dans ses missions a notamment le secours, apporter du secours aux zones sinistrées, risque d'être plus sollicitée par là. Quand il y a un cyclone, quand il y a énormément de dégâts, un tremblement de terre qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, mais quand même des dégâts, eh bien la France, très souvent, dès qu'elle le peut, envoie des secours, certes par voie aérienne, mais quand il faut des gros volumes, ce sont les bateaux de la Marine nationale avec des équipes médicales, etc. Donc ça veut dire qu'elles seront encore plus sollicitées, alors qu'à côté de ça, les menaces militaires pures croissent aussi, voir ce qui se passe du côté de la Russie ou en mer Rouge. Et puis autre impact, petite histoire pour dire à quel point la marine n'a pas attendu qu'on parle du réchauffement pour prendre en considération la dimension écologique. Il y a 40 ans déjà, dans la marine, on ne jetait pas nos poubelles à la mer. Il y a 40 ans, quand on naviguait au large de Toulon, en Méditerranée, on voyait beaucoup de poubelles en train de flotter. Et 20 ans plus tard, la notion de ne pas jeter ces poubelles à la mer avait été suffisamment partagée par un certain nombre de marines marchandes aussi, pour que la mer au large de Toulon soit plus propre. Ça ne veut pas dire qu'elle est propre partout. Mais c'est pour dire que la prise de conscience existe depuis longtemps et que chaque individu, puisqu'on dit engagement, qu'est-ce que je fais moi, et bien typiquement sur un bateau de la Marine nationale, c'était faire du tri de poubelles, bien avant qu'en France, on commence à vous dire une poubelle jaune, une poubelle verte, une poubelle marron. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser 2 questions pour vous, Monsieur Amiral Christophe Parazuk. Ma première question, c'est quel a été le plus grand défi que vous avez dû relever quand vous étiez chef d'état-major de la marine? Et ma deuxième question, c'est quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut rejoindre la marine? Ok. Quand j'étais chef d'état-major de la marine, il y a eu beaucoup de défis. Comme tout le monde, quand vous dirigez une entreprise ou une institution de 40 000 personnes, il se passe toujours quelque chose tous les jours, évidemment. Et je pense qu'une des difficultés principales, c'est d'arriver à faire comprendre à 40 000 personnes ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, partager vos objectifs. Voilà. Ça, je pense que c'était une préoccupation. D'abord faire les bons choix, faire les bons choix. Et une fois qu'on les a faits, faire en sorte que tout le monde comprenne où on veut aller, parce qu'on a besoin de toutes les énergies, en vérité, pour aller quelque part. Ça, c'est une réponse un peu théorique. Les moments les plus durs, c'est quand il y a des morts. C'est quand il y a des morts en opération. Et c'est quand vous allez parler avec les familles, avec la maman, avec la sœur, avec le frère du commando ou du marin qui est mort dans une opération. Ça c'est quelque chose de marquant. En tout cas, qui moi m'a marqué. J'avais connu ça quand je commandais les forces spéciales de la marine. Et c'est quelque chose qui m'a transformé, qui m'a changé à l'intérieur.
Et c'est quelque chose qui m'a changé et je suis toujours en contact avec les familles des gens qui sont morts sous mon commandement. Pas toutes. Il y en a qui, au bout d'un certain temps, disent c'est bon, ne nous appelez plus. Voilà. Mais il y en a d'autres avec qui je continue à avoir des contacts parce que ces deuils, ces choses-là, ça dure très longtemps. Ce deuil, c'est une chimie très lente qui se déroule sur plusieurs années. Voilà. Et puis sinon, un événement qu'on a tous partagé, ça a été le Covid. Et au moment du Covid, au tout début du Covid, au moment où on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, on n'avait pas de tests, etc., le porte-avions Charles de Gaulle était à la mer et on pensait qu'on avait pris des mesures de précaution suffisantes. C'était pas le cas, on ne connaissait pas suffisamment la maladie et on s'est rendu compte que la moitié de l'équipage, donc 1000 personnes sur 2000, avaient le Covid sur le bateau. Et donc, il a fallu ramener le bateau, et il a fallu isoler les gens qui avaient le Covid ou dont on pensait qu'ils avaient le Covid, parce qu'on ne pouvait pas les laisser retourner chez eux, contaminer toute la population de Toulon, etc. Et voilà. Et donc ça a été une période où ma crainte, à l'époque, on disait il y a 0,1% de décès sur le Covid. Donc ça voulait dire que statistiquement, on devait avoir des morts. On n'en a pas eu. Mais la question, c'était est-ce que j'ai bien fait d'envoyer le porte-avions à la mer ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'aurais dû regarder plus précisément les conditions de sécurité sanitaire, etc. Voilà. Ça, c'était un moment d'interrogation et qui finalement s'est bien terminé puisque personne n'a perdu la vie, heureusement, à cette occasion. Monsieur de Gerfagnon, vous avez peut-être également des anecdotes ou lors des missions périlleuses que vous avez dû effectuer Oui, merci. En fait, moi, c'est un niveau bien plus terre-à-terre sur un bateau de la marine, sur une frégate. Quand on était en opération, c'était au large de la Libye. En opération, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait empêcher les troupes de Kadhafi de bombarder les populations civiles. Donc on était dans le cadre d'une résolution des Nations Unies et on nous a demandé d'intervenir en engageant, donc en engageant c'est le terme poli pour dire tirer au canon sur des troupes de Kadhafi qui tiraient sur les populations civiles. Donc ça on l'a fait à plusieurs reprises, mais la fois la plus frappante ça a été quand il a fallu le faire pour protéger nos hélicoptères qui se faisaient tirer dessus et donc on l'a fait avec un préavis très court. On s'est fait tirer dessus au passage, mais on ne s'en est même pas rendu compte parce qu'on n'a pas été touché par l'artillerie adverse. Petit détail, l'artillerie adverse tirait à 40 km, nous à 17 km. Et quand vous êtes un bateau, vous arrivez de nuit très vite et vous arrivez à les surprendre. Enfin voilà. Et puis la deuxième chose, ça a été dans une autre opération, une autre action, après avoir justement tiré sur des troupes kadhafistes qui allaient attaquer la population de Misrata, qui est un port de Libye, et qui était en train de l'attaquer. Il y a eu deux choses là. La première, ça a été, on m'a dit de tirer un peu plus sur l'arrière des lignes que ce que je voulais faire. Et là, j'ai eu un gros doute, pourquoi tirer plus sur l'arrière des lignes ennemies ? Et bien en fait, parce que, et c'est l'importance d'avoir des opérations militaires qui soient tout un ensemble cohérent, parce qu'en fait, nos équipes qui avaient des informations savaient que sur l'avant, Kadhafi mettait des populations civiles. Il y avait des quarts de civils forcés qui arrivaient et qui étaient installés sur l'avant. Donc si j'avais tiré sur l'avant du front, j'aurais tué des civils. Ça n'a pas été le cas puisque c'était sur l'arrière. Et après, dans la nuit, une fois que les troupes de Kadhafi sont reparties, on a eu droit, je dis bien on a eu droit, nous, à un feu d'artifice de la part des populations civiles de Misrata et qui nous ont expliqué qu'on avait desserré l'étau, donc Misrata pouvait à nouveau respirer et ils célébraient ça et ils nous associaient à leur célébration. Donc ça, c'était très frappant. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nabil, je suis élève du lycée Julie-Victoire d'Aubier et j'ai une question à vous poser. Comment avez-vous comment êtes-vous monté aussi haut dans les grades de la marine ? Par hasard. Il faut demander à mes chefs.
En fait, moi, j'ai eu une carrière qui est pas du tout une carrière classique pour un marin. Le commandant de Gerfagnon, il a été sur les bateaux, il a commandé des petits bateaux, un bateau moyen, puis un gros bateau, etc. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai été dans les bateaux, puis dans les sous-marins, puis je suis allé dans les forces spéciales. Je suis même allé en université. La marine m'a envoyé en université aux États-Unis pendant 2 ans. Et alors, c'est peut-être justement cette variété de compétences qui m'a permis d'aller haut, j'imagine. En tout cas, ce que je veux dire, donc je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi à la fin. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous rencontrez les gens qui sont en poste. Bon, c'est probablement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé dans ma carrière. J'étais sous-marinier, j'étais très heureux d'être sous-marinier. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. C'est difficile, on exige beaucoup, mais quand on exige de vous, vous devenez meilleur. Vous vous transformez quand on exige de vous. Et dans les sous-marins, il y a des questions de sécurité. Vous devez connaître par cœur le bateau, vous devez connaître par cœur les réactions d'urgence. Si vous ne les connaissez pas par cœur, le bateau va au fond. Donc, on est extrêmement exigeant avec vous. Et donc, j'étais très heureux de cette exigence. Et puis, ma vue a baissé. Et donc, je ne pouvais plus rester dans les sous-marins parce que ma vue n'était pas assez bonne. Et donc, cette carrière que j'imaginais dans les sous-marins, elle s'est arrêtée brutalement. Et je suis resté à terre pendant quelques années. Et après être resté à terre pendant quelques années, je me suis dit, je vais quitter la marine, j'ai plus ma place dans la marine. Et la marine m'a renvoyé sur un bateau. Enfin, à chaque fois, j'ai eu des chemins qui n'étaient pas du tout ceux que j'imaginais. Et ma leçon, c'est il ne faut pas s'accrocher à quelque chose de je serai exactement à tel poste dans tant d'années. Il peut se passer 1000 choses, vous allez changer, le monde autour de vous va changer, et donc c'est pas parce que vous êtes détourné de votre objectif que le monde s'arrête. Et après, moi je voyais bien dans les forces spéciales, c'est très difficile dans les forces spéciales. Pour entrer dans les forces spéciales, il y a 90% des personnes qui sont écartées. Voilà. Mais il y a des gens qui arrivent là et qui disent « Moi, je veux être commando, je veux être nageur de combat ou rien. » Et bien, ces gens-là, on peut être sûr que ça ne marchera pas. Il faut garder une capacité de réaction, d'adaptation. Et si on est focalisé sur quelque chose de trop pointu, trop précis, on est sûr de ne pas y arriver. Donc, ma leçon, c'est... ma carrière, elle a été extrêmement variée et pas toujours à mon initiative, pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, pour 1000 raisons. Et à chaque fois, c'est l'adaptation qui est importante. Peut-être souhaitez-vous réagir, M. de Gerfagnon, pour le mot de la fin ? Oui, pour renforcer ce que dit l'amiral, évidemment. L'amiral et l'amiral. Non, mais sérieusement, j'ai un exemple sur un bateau, le Charles de Gaulle, donc porte-avions pour ne pas le citer. Un officier marinier, donc un officier, c'est ce qu'on appelle un sous-officier de l'armée de terre, qui était, je suis arrivé, il était dans mon équipe. Et lui, en gros, il avait le moral dans les chaussettes, il voulait partir parce que l'ambiance avant n'était pas bonne pour je ne sais quelle raison. Et donc, si on suivait le principe de déterminisme quasiment, en disant ça veut dire qu'il faut changer, et au bout de 6 mois, en ayant des missions plus variées, en retrouvant un lien d'équipage, et ce qui est important, c'est d'être bien entouré ou de bien savoir apprécier les gens qui nous entourent, et au bout de 6 mois, il s'est dit non, finalement, j'ai trouvé ma place, je suis apprécié à ma valeur, je sais que j'apporte quelque chose, c'est important d'apporter quelque chose, de partager quelque chose avec les autres. Ça, c'était il y a 23 ans. Et là, il va quitter la marine parce qu'il arrive à la limite d'âge. Mais il aura fait une belle carrière dans la marine, heureuse, utile et avec du sens, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, savoir saisir les opportunités, savoir éventuellement prendre un pas de recul pour attendre un petit peu, comprendre, et puis avancer toujours avec enthousiasme, et en comptant sur les autres, normalement, ça doit aller. Merci infiniment pour vos témoignages.
C'est la fin de cette table ronde. Merci infiniment. Vous pouvez encore les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre curiosité.